coach a décidé, il l'a sélectionné. C'est nous qui l'a choisi pour jouer dans sa team. Une belle composition, chacun avec ses dons pour nous compléter. Alors, aujourd'hui, je suis venu avec des tableaux. Je me suis dit quelque chose qu'on va pouvoir regarder ensemble. Et j'ai besoin de vous, les enfants, parce que vous avez certainement un regard différent de moi sur les tableaux. Donc, j'aurais besoin que vous m'aidiez aussi un petit peu à regarder ces tableaux. Le peintre dont je vais présenter les tableaux s'appelle James Tissot. C'est un peintre français. Il est né en 1836, donc bientôt 200 ans, hein, pas tout à fait encore. Et il est mort en 1902. Alors, en fait, James, ce n'était pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'était Jacques. Mais Jacques Tissot, il était fan des Anglais. Ça n'existe plus trop chez nous en France aujourd'hui, mais à cette époque-là, il y avait pas mal de gens qui étaient fans de l'Angleterre. Et alors, il était tellement fan qu'il a changé son prénom de Jacques en James, qui est l'équivalent anglais. Hein. Et puis, il est allé habiter quelques années aussi en Angleterre, à Londres, parce qu'il aimait ce pays. Alors, voilà le genre de peinture qu'il peignait. Certainement que quelques filles, là, trouvent des très belles robes. Laquelle vous voudriez essayer? Là-bas, avec le jaune ou le bleu? Ah oui, oui, elle est jolie. Hein? Donc, James Tissot était un peintre de l'époque, de la fin de l'époque victorienne, une grande époque en Angleterre. Et puis après, la suite, c'était la Belle Époque. Hein. La Belle Époque, c'était cette époque avant-guerre où c'était, voilà, on prenait bien soin de soi, on mettait des belles toilettes. Et donc, il pouvait faire des belles peintures aussi. Mais la peinture que j'aimerais vous présenter, voilà, c'est celle-ci. Alors, il y a un peu des moins belles robes, peut-être que c'est un peu moins la Belle Époque. Donc c'est une peinture qu'il a faite en 1880. Et cette peinture-là, elle fait partie d'une série de 4 tableaux. Donc on regardera 4 tableaux, mais on commence par celui-là. Voilà, on va le regarder un petit peu de plus près pour voir en détail et essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on a une scène de vie de famille. Où est-ce que se situe cette scène? Aidez-moi les enfants. Oui, Suzanne. Ça se passe dans la maison. Très bien, ce n'est pas dehors, c'est dans la maison. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme indice encore? Autour de la table. C'est quelle pièce? La salle à manger, ouais. Ou alors? Peut-être le salon? C'est ça. C'est une belle table, hein, une grande table. On peut bien manger tous ensemble ici. Voilà. Et puis d'ailleurs, on voit... Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Oui, un plateau, un pot de fleurs. Et puis le plateau, il y a certainement du café ou du thé. Hein? Très bien. Alors, où est-ce que se situe cette maison? Est-ce qu'on a des indices? À côté de l'eau, oui. Est-ce que tu as plus d'indices par rapport à l'eau? C'est quoi? C'est un lac, la mer? Il y a des bateaux dessus. Quel genre de bateau? Oui, des voiliers. Et on voit encore un autre bateau. Vous voyez ce bateau-là? Rouge et blanc et noir, là? Non, rouge et noir. Comme le Titanic, oui. C'est un bateau à vapeur avec la fumée noire, le panache noir là-haut. Hein. Oui, du charbon qui brûle. Voilà. Alors, ce genre de bateaux, on les trouve où? Au port, oui, au port, en bord de mer, ou alors sur des fleuves. Donc ici, en fait, on a un fleuve. Ça pourrait être quelle ville où il y a un fleuve
qui accueille des bateaux aussi grands? Est-ce que ça pourrait être Paris? Ça pourrait être Paris, mais je crois qu'à cette époque-là, ces grands bateaux-là et les voiliers, on ne les trouvait pas trop à Paris parce que les ponts ne sont pas très élevés et je pense que la Seine, on peut la naviguer avec certains bateaux, mais pas avec les plus grands jusqu'à Paris. Donc, une autre ville avec un grand fleuve, oui? Hambourg. Ça pourrait être Hambourg, mais ce n'est pas Hambourg. C'est Londres. Pourquoi est-ce que c'est Londres, Roland? Oui, James Tissot était fan d'Angleterre. Donc, c'est la Tamise. Hein? La Tamise, c'est le fleuve à Londres, avec ses grands bateaux. Effectivement, il y a des plus grands bateaux là-bas, quand on fait des recherches, qu'à Paris. Voilà. Est-ce qu'on est dans une famille de riches ou d'une famille de pauvres? Riche, qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est une belle maison, oui, elle est bien décorée. On voit même un beau coquillage derrière. Il y a des petites images. C'est une grande pièce. On voit les meubles qui sont très beaux. Hein? Et qu'est-ce qui nous fait encore penser que c'est des gens plutôt aisés? Des beaux vêtements, l'habillement, tout à fait. Hein, ils ne sont pas habillés comme des gens pauvres, mais plutôt comme des gens riches. Oui. L'intérieur bourgeois et les habillements nous parlent d'une famille aisée. Ils font partie des privilégiés à l'époque. Hein. Combien de personnages on a? 4, vous êtes sûr? Ah, voilà, on va parler du chien aussi. Très bien. Effectivement, il y a 4 personnes. Alors, j'ai dit que c'était une famille. Ça peut être qui dans la famille? Ici, tout à droite, c'est qui? Le grand-père? Le père, ouais. En tout cas, ouais, ça doit être le père. Ensuite, un fils. Alors, la personne féminine, là, c'est la mère ou la fille? C'est la fille, hein? Oui, elle est jeune, elle est toute jeune, visage rose et tout ça. Et l'autre? Encore un fils, d'accord. Donc c'est une famille, il y a 2 fils et une fille, et la maman, elle n'est pas là. Probablement qu'elle est déjà décédée. Hein, ils sont déjà adultes, ces gens-là, et probablement que la maman, en tout cas, elle est complètement absente. Elle est absente de notre histoire aussi. Et il y a le chien sous la table. Très bien. Voilà, je l'agrandis un petit peu. Le chien. On voit la tête, là, hein, avec l'oreille et puis le corps. Il y a peut-être même un chat, ou 2 chats. Voilà. Mais le chien, avec son œil, est-ce qu'il est en train de dormir? Non, il est couché, mais il ne dort pas. Qu'est-ce qu'il fait avec sa tête? Qu'est-ce qu'il fait avec la tête, le chien? Il regarde quelque chose. Ben oui. Normalement, un chien, quand il est couché, ben, il met sa tête par terre. Mais là, visiblement, il a relevé la tête. Il est surpris. Il y a dû y avoir un bruit ou quelque chose qui l'a surpris. Et il regarde dans une direction. On va regarder la dame. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Lisanne? Elle coud, oui, tout à fait. Elle ne tricote pas. Elle est certainement en train de coudre ou de réparer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Oui? Tu pensais à un chiffon? Oui. Moi, je pense que c'est une robe. Hein? Ou qu'est-ce que tu penses, toi, Suzanne? Un habit, oui. Peut-être même une belle robe de soirée. Voilà, en satin ou quelque chose de précieux. Elle est en train de coudre peut-être le col ou quelque chose comme ça. Mais elle regarde où? Est-ce qu'elle regarde son travail? Non, parce qu'elle regarde vers où? Dans la même direction que le chien, c'est vrai. Voilà. Normalement, quand on coud, il faut regarder ce qu'on fait. Et donc, elle aussi, elle a été surprise
et elle lève les yeux courtement, elle regarde à l'autre bout de la table. Elle regarde là où se passe l'action, là où est cette action surprenante. Ici, on voit le fils qui est assis sur la table. Oh. C'est bizarre. Et en plus, il surplombe son père. Dans cette position, il domine sur son père. Le père, il a la tête comment ? Hein, il la rentre dans les épaules comme ça, un petit peu. Hein, voilà. Alors que le fils, il est... Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, le fils ? Oui. Il est immobile ou qu'est-ce que ça donne comme impression de mouvement ? Oui, Abigail ? Il est en train de prendre comme ça. Voilà. Il est en train de prendre le portefeuille. La suite de son père, probablement. Et qu'est-ce qu'il fait le papa avec ses mains ? Il essaye de retenir comme ça. Hein ? On voit que le père est surpris aussi. Il essaie de retenir. Qu'est-ce qu'on voit dans le regard du fils ? Il est comme fâché avec son père, le fils ? Ouais, quelqu'un a une autre idée ? Suzanne, tu n'es pas d'accord ? Comment ça s'appelle comme ça ? Il a un air supérieur, voilà. Il a comme du mépris dans le regard. Quelqu'un ? Oui, mais avec une parole méprisante, peut-être qui accompagne ce geste. De dédain, voilà, un regard hautain, de mépris. Et le regard du père, désespéré, triste, ouais, et peut-être de supplication. Non, pourquoi tu fais ça ? Le père essaye de retenir les mains de son fils, mais il ne peut rien faire. Visiblement, le fils est bien plus fort que le père. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur la relation entre le père et le fils ? Qu'est-ce qu'on apprend sur leur relation là ? C'est pas une très bonne relation ? Quelqu'un sur la relation entre le père et le fils ? Manque de respect. Alors, moi je le sais. et Daniel, je vous conduis là où... je vous conduis vers la bonne interprétation du tableau, ne t'inquiète pas. Oui, visiblement, le fils, il est moins attaché au père qu'il n'est attaché à l'argent, au bien de son père. Ça, il veut bien, mais la relation avec le père, ça lui importe peu. Ce qu'il veut, c'est ça. Hein. Alors, on a encore un autre personnage, le frère. Qu'est-ce qu'il fait, le frère ? Ouais, il regarde dehors, il rêve, oui. Il regarde les bateaux passer. Il pense à quelque chose, certainement, oui. C'est quand même le seul qui ne regarde pas ce qui se passe sur la table. Le chien regarde, la sœur regarde, tout se concentre sur ce qui est en train d'arriver là, et lui, non, ça ne l'intéresse pas.
Il ne se sent pas concerné. Mais c'est quand même incroyable ça, dans une famille, quand il y a quelque chose d'aussi important qui arrive, d'aussi grave qui arrive, et lui, il ne se sent pas concerné. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne attitude, ça? Je pense qu'il aurait tout intérêt à s'intéresser à ce qui arrive aussi. Hein. Ouais, visiblement, il rêve, il va peut-être même s'endormir. Oui. Il ne se préoccupe ni de son frère, qui manque de respect à son père, ni de son père, qui ne peut pas se défendre. Hein. Alors cette scène est en fait l'illustration d'une parabole qui a été transcrite dans la vie moderne. Hein. De quelle parabole que Jésus raconte peut-il s'agir? Les enfants d'abord. De quelle parabole on parle ici? Ouais, c'est ce que tu voulais dire aussi? D'accord. Alors là, il y en a qui ont trouvé le fils prodigue, effectivement. Le fils prodigue. Et ce tableau-là, qui fait partie de la suite, s'appelle Suite de l'enfant prodigue, le départ. Souvent, on voit la fin, mais là, c'est le départ. C'est ce qu'on lit dans Luc au chapitre 15. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Comment est-ce qu'un fils peut demander à son père, « Donne-moi ma part d'héritage » ? C'est que la relation doit bien être dégradée. Vous me dites s'il faut accélérer ? Ça va ? La relation doit bien être dégradée si le fils vient dire à son père « Donne-moi ma part d'héritage ». Il y a quelque chose qui s'est mis entre le fils et le père. C'est en quelque sorte comme si le papa était déjà mort dans le cœur du fils, dans la tête du fils. Il n'en a rien à faire de son père. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir utiliser l'argent comme il en a envie. Alors, il va demander à son père, « Donne-moi l'argent qui me revient. » Dans cette parabole que Jésus raconte, le père représente Dieu. Et ce fils qui veut profiter des biens de son père, mais sans avoir affaire avec lui, représente ceux qui rejettent Dieu, ceux qui veulent vivre sans Dieu. Alors, est-ce que Dieu est impuissant ? Ici, on a dit que le Père, il ne peut pas réagir. Est-ce que Dieu est impuissant face aux gens qui ne veulent rien avoir à faire avec lui ? Non, il n'est pas impuissant. Par contre, Dieu laisse la liberté. Parce qu'il veut une relation basée sur la liberté. Alors, Dieu laisse cette liberté au fils qui veut partir, qui ne veut rien avoir à faire avec le Père. On va passer au deuxième tableau. Celui-là, il s'appelle « Suite de l'enfant prodigue en pays étranger ». Qu'est-ce qu'on voit sur le tableau ici ? Aidez-moi les enfants. Ouais, on voit une fête et on voit le fils prodigue. Ici, il est le fils qui est parti. Et il y a la fête. Où est-ce que se situe là ? Qu'est-ce que tu veux dire, Suzanne ? En Chine. Alors, oui, c'est dans un pays en Asie. En fait, c'est le Japon. Parce que James Tissot, le peintre, il était aussi fan du Japon. C'est au Japon. Et le Japon, c'est à l'autre bout du monde de l'Angleterre. Il faut faire la moitié du tour de la Terre pour aller au Japon. Donc, ce fils, il est allé à l'autre bout du monde, le plus loin possible de son père, pour aller faire la fête. Qu'est-ce qu'on a comme détail sur le lieu encore ?
Il y a encore de l'eau. Voilà, c'est encore au bord de l'eau, effectivement. Quel genre de lieu c'est? C'est une maison? C'est peut-être un bateau, ou alors, comme on voit en face, c'est une maison construite le long de l'eau. Une maison qui sert à quoi? C'est une maison qui sert à faire la fête, oui, c'est ça. C'est un genre de maison à thé. Maison de thé où on vient pour boire et pour voir des danseuses. Alors là-bas, au Japon, on les appelle les geishas. C'est des dames de compagnie, en fait. Elles sont là pour que les gens ne s'ennuient pas. On voit même une dame, là, qui a la tête sur l'épaule de notre fils qui est parti. Cette dame, elle est là pour combler le vide, parce qu'il est parti de sa famille. Il a un vide maintenant. Alors elle est là pour combler le vide de ce fils, pour que le fils ne se sente pas seul. À côté, on a un autre Anglais, probablement, qui fume. Et puis, le fils, lui, il est en train de boire un verre d'alcool, certainement. Est-ce que ces deux personnages, les deux Anglais, là, est-ce qu'ils ont l'air heureux? Non. Pourtant, ils font la fête, non? Ah là là. C'est parce que loin de Dieu, on essaye de combler notre vide avec plein de choses, avec de l'argent, avec de la fête, avec plein de l'alcool, avec plein de programmes, des loisirs. Mais ça ne rend pas heureux. Loin de Dieu, ça ne rend pas heureux. S'il manque Dieu, on n'est pas heureux parce que notre existence, on dirait qu'elle n'a pas de sens. S'il manque Dieu et qu'on réfléchit à notre vie, on vit, on meurt et puis rien. Ça ne peut pas rendre heureux. Avec Dieu, on est dans un projet plus grand. Parce qu'on sait que Dieu nous a voulu, Dieu nous aime et Dieu veut nous donner la vie éternelle. C'est tout différent. Alors, je continue la lecture dans ce texte. Puis, peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Voilà l'illustration de ce verset-là. Et je vais continuer la lecture. Pour la suite, là, il n'y a pas de tableau. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les porcs. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, les petits porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Quand la fête est finie et qu'il n'a plus rien, que le fils est dans la misère, c'est là qu'il commence à réfléchir. Il prend conscience qu'il est essentiel d'avoir une relation avec le Père. Et il se dit, je préfère encore avoir une relation avec le Père en étant juste employé, serviteur. Mais au moins là-bas, je suis béni. Je profite des bonnes choses. Ce sera de toute façon mieux que d'être à l'autre bout du monde où on n'est pas heureux. Vous vous rendez compte? Le fils qui avait déjà enterré son père, tout d'un coup dans sa tête, le père redevient vivant. Le père redevient vivant pour lui. Ce qui était entre eux, l'argent, et qui n'a pas pu lui donner satisfaction, tout d'un coup, ça part en fumée. Alors, le fils a envie de rentrer à la maison.
de l'autre côté du monde, faire un demi-tour. Et puis le fils réfléchit et comprend aussi qu'il n'a pas été gentil avec son père. Il l'a offensé. Il a été injuste envers son père, il l'a injurié en se rebellant, en se comportant comme si le père était mort. Il se rend compte que s'il revient, il a droit à rien. Il n'a plus de droit là-bas. Son héritage, il l'a déjà dilapidé. Et il se rend compte surtout qu'il doit demander pardon pour que le père, peut-être, l'accepte en tant qu'ouvrier, employé. Alors on va regarder le prochain tableau. Suite de l'enfant prodigue, le retour, il s'appelle celui-là, le retour. Où est-ce que se situe la scène? Oui, Lisanne? Sur un pont? Oui, ça s'appelle un ponton. Au port? Au bord de l'eau encore. Hein. Ça, c'est une constante. Toujours au bord de l'eau. C'est pas à la maison alors que se situe ce retour? Non, c'est au port. Sur le quai de débarquement. Hein, on voit qu'on est en train de vider le bateau. Il y a même les cochons qui débarquent. Les cochons qui nous rappellent ce qu'on vient de lire, qui nous rappellent la vie de débauche du fils et puis ensuite sa vie de pauvreté. Hein. Comment est-ce qu'il est habillé, le fils? Il est pieds nus. Il est habillé comme un pauvre. Ah oui? Oui, comme un berger, hein, puisqu'il s'est occupé des cochons. Il a des habits troués en plus. Ah. Oui. Est-ce que vous reconnaissez les deux personnages à droite, là? Le frère et la sœur, c'est ça. Voilà, la sœur toujours habillée en noir, comme au début. Le frère aussi, cette fois-ci. Le frère, il n'a toujours pas d'émotion. Est-ce qu'il se réjouit? Non. Est-ce qu'il est triste? La sœur, elle, on dirait qu'elle est surprise. Ah, le frère est revenu. Mais il n'y a pas de mouvement pour aller vers le frère. C'est qu'au centre qu'il y a l'étreinte. Le père qui prend. Le père qui prend son fils, l'étreinte pleine d'amour. Et puis le fils qui est à genoux parce qu'il demande pardon, parce qu'il vient plein de regrets. Il demande pardon à son père. Le fils, il est en haillons. Et le père, il est habillé. Mais qu'est-ce qui manque au père? Son chapeau. Voilà. Il a même perdu son honneur tellement il avait envie d'embrasser son fils. Dans le texte biblique, on lit que le père court, qui est aussi dans la culture orientale une manière où on perd son honneur quelque part en courant. On n'est pas censé courir. Lui, il perd le chapeau. Je lis. Le fils se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui, et mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que cette scène, elle se passe sur le quai, au bord de l'eau. Le père ne savait pas quand le fils allait revenir. Ça veut dire que le papa, il allait tous les jours attendre au bord de l'eau pour voir est-ce que son fils revient.
Tous les jours, il rentrait déçu, tellement il attendait que son fils revienne. Et tout d'un coup, il le voit. Incroyable. Et là, il l'embrasse. Il lui pardonne. Il lui montre qu'il l'aime. Il lui redonne une place. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Cette illustration, cette image nous parle de la grâce de Dieu. Quand on revient vers lui, il nous pardonne. Il nous attend. Il attend qu'on revienne à lui. Et il nous embrasse. Il nous redonne une place. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer de la nouvelle relation du Père et du Fils? Comment ça va être? Ça va être joyeux, hein? Ouais. Maintenant, ils vont se raconter des trucs. Ils vont s'asseoir l'un en face de l'autre, à la même hauteur, et discuter. Ils vont pas... Le Fils, il va plus s'asseoir sur la table. Ouais. Ça va être la fête. Quelle belle image. Et on termine avec le 4e tableau, qui s'appelle Suite de l'enfant prodigue, le veau gras. Le veau gras. Ah. Je lis d'abord le texte. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit : « Ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père : « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. » « Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » On a donc ici l'illustration du festin. Le veau gras est mangé. Il y a... Qu'est-ce qu'on a comme personnage autour de la table? Ah, peut-être... bon, on a supposé que la mère était décédée, mais oui, c'est peut-être ou quelqu'un, une autre amie, hein, oui. Il y a un chien, c'est pas le même que dans la première, oui. Alors, il y a la fille. C'est elle la sœur? C'est celle-là? Ici au milieu. Ah oui, c'est ça. Elle est là, la sœur. C'est vrai. Oui, et puis des amis. Il y a des amis encore, hein, parce que c'est la fête. Le père, voilà, hein, qui est de dos là, c'est le père. Et qui encore? Oui, on a dit peut-être une mamie. Et là, avec le couteau qui est en train d'aiguiser le couteau, c'est qui? C'est le fils, hein? Lequel? Le fils prodigue, celui qui est revenu, qui a le droit de s'asseoir maintenant à la table du père, qui a même le droit de servir de couper la viande, hein? Servir le repas. Et puis, à droite, on a qui là? C'est l'autre fils, oui. Est-ce qu'il était à la fête? Non, il était à quelle activité? Oui. Péché? Oui. Quelqu'un a une autre idée? Non, il n'était pas au champ. La lessive? Quelqu'un a une idée un petit peu? Voilà, ils font du rameur, du canot. Hein. Il a les habits du club de canot.
Ouais, un club réputé à Londres en plus. Voilà. Il était parti avec ses amis faire du canot et il entend la fête chez son père à la maison. Et là, il passe et il demande à son père, mais qu'est-ce qui se passe? Le fils, là, tu lui as quand même pas laissé venir à ta table. Tu lui as quand même pas servi le veau gras. Et tu lui as pas donné la place. C'est pas normal. Moi, je travaille pour toi, je prends soin de tes affaires. Je suis là pour toi, pour t'aider, tout ça. Et tu m'as jamais offert un aussi beau repas, une aussi belle fête. Donc ce 4e tableau décrit le fils aîné, celui, vous vous souvenez, dans le premier tableau, qui s'est désintéressé de la situation quand son plus jeune frère est venu chercher l'argent. Et maintenant que la relation est restaurée entre le père et le jeune fils, lui, on dirait qu'il est jaloux. Alors, ça nous apprend une chose. L'attitude de ce grand frère. Ne pas se détourner, ne pas regarder ailleurs. Il aurait dû s'intéresser à la situation au départ. Il aurait pu s'intéresser à ce que devenait son frère quand il était au loin. Il aurait pu aussi accueillir son frère sur le quai. Il ne s'est pas intéressé de tout ça et maintenant, il est jaloux. Je vais revenir sur la belle image là du retour. Et simplement encore nous rappeler ce retour vers Dieu. Ce retour vers Dieu est possible pour chacun d'entre nous. À chaque moment de notre vie. Peut-être qu'à certains moments, nous sommes rebelles comme ça, nous voulons faire nos affaires sans Dieu. Ce retour vers Dieu est possible à chaque instant. Il nous accueille comme ça, avec grâce, plein d'amour. Nous, simplement, il suffit qu'on vienne, qu'on se mette à genoux devant lui, qu'on dise « Pardon Seigneur, pardon ». Mais il faut revenir. Si on est à l'autre bout du monde, il faut prendre le bateau, l'avion, ou la calèche, la voiture, que sais-je, pour revenir. Il faut revenir. Ça nous apprend comment on peut avoir une relation avec Dieu le Père. Mais Jésus, un peu plus loin, il nous apprend que entre nous, c'est aussi cette relation-là que nous devons avoir. Pardonner à notre frère ou à notre sœur, l'accueillir avec grâce, l'aimer comme le Père l'aime. À travers cette parabole, on apprend non seulement comment nous pouvons être en relation avec Dieu, mais comment aussi nous devrions pouvoir être en relation les uns avec les autres, en famille.